Je voudrais essayer de reprendre le fil de votre intervention en vous posant une question qui n'a plus de raison d'être, mais je voudrais quand même vérifier que j'avais bien entendu. Vous avez parlé des rythmes imposés aux rugbyman, à la fois en termes de temps de jeu pendant le match et en termes de répétition des matchs pendant une saison. Selon vous, c'est à l'origine d'éventuels problèmes de dopage? Non, pas du tout. Alors expliquez. Euh, Vous pouvez pas parler hors de dopage ou d'accompagnement médicalisé de la performance sans vous situer sur une échelle mondiale. Et donc dans le rugby international, sur les principales nations, vous avez des spécificités par pays en termes de nombre de matchs, d'organisation des compétitions qui sont totalement différentes. Vous avez des pays qui jouent très peu et un pays, la France, qui joue beaucoup. Et sur ce que je vois sur la problématique du dopage, je vois pas de différence. Et certains pays ont été plutôt leaders dans cette approche-là. Bon, je pense à un pays qui est évident, qui est l'Afrique du Sud, parce qu'il y a une approche culturelle. Euh, du culte du corps qui est sûrement lié au refermement de ce pays pendant les années apartheid et qui a fait qu'ils avaient besoin de se rassurer, que c'était plus facile de se rassurer en ayant des gros biceps. Bon, qui est en plus sur un peuple de fermiers est assez logique, encore une fois dans cette approche de culte du corps. Donc pour eux, ça fait partie de la culture sportive dans le rugby. Et donc, il est évident que c'est pas un problème franco-français. Par contre, ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'accélération de la course à la performance qui est beaucoup plus prégnante en France, à la fois parce que je pense qu'on rattrape un peu le retard par rapport à certaines nations, que notre championnat est devenu un peu le phare du rugby mondial par sa capacité à attirer les meilleurs joueurs du monde entier, et qu'il y a une compétition exacerbée pour être le roi du village et idéalement gagner Coupe d'Europe et championnat dans la même saison. Pas complètement contradictoire avec la question que je vous posais. C'est complémentaire. C'est une explication complémentaire. Mais la recherche de la performance à tout prix doit quand même avoir quelques liens avec le dopage. Alors, pour compléter ma réponse à votre question précédente, je dirais que le fait qu'il y ait beaucoup plus de matchs en France est un paramètre à prendre en compte qui va complexifier la solution à amener dans la construction de la performance. Alors, c'est vrai quand c'est naturel, parce que il est dans la construction de la performance d'un athlète, on sait que sur une saison, il est possible de l'amener à un, voire deux, trois pics de forme au grand maximum et que c'est déjà très compliqué. Donc le fait que la saison dure très longtemps complexifie déjà cette approche. Maintenant, si vous êtes dans une approche scientifique de la performance, mais il y a un paramètre de plus à prendre en compte, c'est tout. Alors, c'est tout dans l'approche. Par contre, dans les conséquences, c'est beaucoup plus important parce que là où il faut concentrer l'approche scientifique de la performance sur une période très courte sur certaines nations, obligatoirement, en France, ça va être beaucoup plus long, beaucoup plus important. Et donc, le risque, c'est que ça implique une médicalisation beaucoup plus poussée. Merci. Lors d'une précédente audition, un joueur un peu connu qui s'appelle Conte Pomi a mis en avant les difficultés et les liens entre le dopage et les compléments alimentaires. Est-ce que sur cet aspect des choses, vous avez, vous aussi, des choses à dire? Alors, oui, je peux parler. Alors, si je vais parler de la créatine, parce que ça a été à un moment donné le parfait écran de fumée pour faire croire au grand public que
finalement le problème n'était pas là où on voulait le voir, ou surtout, s'il y avait un problème, il était dû à de la tromperie sur de la marchandise. Donc la créatine, c'est un acide aminé que bien sûr le corps déjà fabrique et qui est censé, par une prise exogène, accélérer la fabrication, la fixation de protéines, la fabrication de muscles. Sauf que sur une prise exogène, sur un produit naturel créatine, il n'y a aucun effet. Et j'en parle en connaissance de cause, puisque j'en ai pris au moment où effectivement c'était censé avoir un apport, puisque comme une grande partie de sportifs, les compléments alimentaires, que ce soit des protéines ou des acides aminés, dont la créatine, semblait être un accompagnement de l'entraînement utile. Bon, dans le cas de la créatine, je peux témoigner, ça sert à rien, mis à part avoir des crampes au mollet au bout de 40 minutes de jeu. Monsieur Benezech, donc vous êtes revenu tout à l'heure notamment sur cette rencontre que vous aviez eue avec les joueurs actuels ou passés dans le cadre d'une invitation ou d'une convocation par le syndicat Proval. Donc la presse s'en est fait l'écho. Devant eux, vous avez tenu le même discours que ce matin devant nous. C'était les mêmes propos, votre parcours. Quelles ont été les réactions? Non, devant eux, donc j'avais négocié. Je savais où je mettais les pieds quand même un peu. J'ai négocié d'avoir, finalement la même chose qu'ici, mais j'ai pas eu à le négocier, d'avoir la parole pendant 10 minutes. Et donc, j'ai pris la parole pour resituer mon propos, mais par contre, je me suis focalisé uniquement sur une chose. J'ai voulu faire passer un seul message. C'était sur mes inquiétudes par rapport à leur santé, par rapport à une course-poursuite, une fuite en avant dans la recherche de performance. Alors, je les ai déstabilisés pendant à peu près 30 secondes, mais comme après tout était très bien scénarisé, notamment par le président de Proval, après ils ont collé au scénario qui était de m'attaquer par une série de questions et d'essayer de me décrédibiliser, pour faire qu'à la fin, j'avoue que je regrettais mes propos et que j'allais dire à la presse que finalement mes propos avaient dépassé ma pensée. Et donc, mon intervention, donc uniquement sur un sujet, mes inquiétudes sur leur santé, n'a pas eu d'effet. Et pour cause, comme je vous l'ai dit, le message était très clair. Finalement, le message qu'ils m'ont fait passer était très clair dans leur volonté de rien changer et de se trouver satisfait du mode de fonctionnement du rugby professionnel actuel. Tout à l'heure, vous avez évoqué en particulier le nom du docteur Stoïchev, qui a donc succédé à Belloc. Aujourd'hui, est-ce qu'il est toujours en relation avec le milieu sportif? Il semblerait que oui, mais je n'ai pas d'éléments concrets à avancer à ce niveau-là. Alors, tout à l'heure, vous avez anticipé un petit peu la question concernant l'équipe de France de 95. Alors, donc, à vos yeux, comment ça se passait? Quelle organisation? Quelle complicité, quel produit, quelle méthode, quels éléments vous avez à nous dire là-dessus? Alors, à mes yeux, il ne se passait rien, puisque je vous rappelle que j'ai passé 1 mois et demi en Afrique du Sud, dans un cadre de préparation de la compétition, avec un encadrement en termes d'entraînement et autres, et c'est uniquement quelques années après que quand j'ai recomposé les pièces du puzzle, bizarrement, il y avait une certaine logique. Donc, encore une fois, c'est mon ressenti physique, c'est ma conviction intime, donc sur un produit bien particulier qui est la cortisone, pour les raisons que je vous ai expliquées.
À partir de là, donc, alors je ne vais pas revenir sur le déroulé, je pense que je l'ai concrètement décrit, enfin, sur la manière dont il est possible, parce que ça c'est intéressant dans un cadre plus général, de voir comment à un moment donné, on peut faire prendre à des sportifs certains produits dans un cadre qui est finalement légalisé par la structure club ou équipe nationale. Et je pense que vous avez fait le rapprochement avec ce qu'a dit Conte-Pomi sur le fait qu'il y a trop de joueurs capables de prendre une pilule donnée par leur médecin sans se poser la question. Donc, il semblerait, et j'en ai la conviction, qu'on ait eu un accompagnement médicalisé de la performance. Donc j'en ai la certitude sur la cortisone. Après, tout ce que j'ai lu sur le sujet laisse penser qu'en général, un protocole d'accompagnement médicalisé de la performance ne se focalise pas sur un seul produit, c'est plutôt la composante de plusieurs. Donc là, je n'ai aucun élément, encore une fois, puisque je n'ai pas fait de test sur les autres. Donc, par rapport à votre question, donc l'équipe de France avait un médecin responsable qui était le docteur Marc Bichon, un manager qui était Pierre Berbizier. Donc, je ne pense pas que Marc Bichon ait pris de son fait la responsabilité de mettre en place un protocole médicalisé sans en référer au manager général. Et le manager général, Pierre Berbizier, que je connais bien pour aussi l'avoir eu comme entraîneur de club, dans un mode de fonctionnement équipe de France, je ne pense pas qu'il ait pris la décision sans en référer au président de la Fédération française de rugby de l'époque. En équipe de France, le capitaine est choisi par proposition du manager et par décision du président de la fédération. Donc sur un sujet aussi sensible que celui de l'accompagnement médicalisé de la performance, j'ai du mal à croire que ce n'est pas la même procédure qui n'a pas été suivie. Alors maintenant, pour resituer le contexte, il ne faut pas oublier, donc on était à l'approche, enfin on était dans une saison Coupe du Monde 1994-1995, où des équipes favorites comme l'Afrique du Sud et l'Angleterre prenaient du volume à vue d'œil. Donc les Sud-Africains, j'avais déjà parlé. Les Anglais aussi, on a vu quelques joueurs, enfin une majorité de joueurs anglais prendre vraiment du volume et du muscle à une période relativement courte. Donc il y avait une course à l'armement qui était déjà installée à ce moment-là, qui peut expliquer qu'à un moment donné, il y avait cette fuite en avant qui fait que tout le monde devait se mettre à niveau pour être performant sur cette épreuve. Justement, dans la période actuelle, cette course à l'armement, cette fuite en avant, pour reprendre vos expressions, elles connaissent une accélération, un ralentissement. Elles se confirment par la nature de l'évolution du jeu, l'évolution morphologique, les calendriers, l'arrivée massive de l'argent, etc. Est-ce que tout ça, c'est encore bien vivant aujourd'hui, à vos yeux? Non, mais si j'ai fait un parallèle avec le principe d'une épidémie et la manière dont elle va s'étendre en partant de foyers localisés, c'est parce que pour moi, c'est exactement ce qui se passe sur ces dernières années. Et aujourd'hui, donc, si mon raisonnement et mes convictions correspondent à la réalité, il est impossible de ne pas être dans cette logique à un moment donné, parce que vous avez donc des temps de jeu qui augmentent, de la puissance physique et donc des chocs et l'obligation dans un sport de combat de prendre le dessus physiquement sur l'adversaire, qui fait que si vous voulez exister en termes de résultats,
et il faut exister en termes de résultats parce que ça a aussi des conséquences économiques. Il n'y a que 14 équipes au premier niveau professionnel. Et si vous redescendez de niveau, vous perdez un certain nombre, d'aides économiques, que ce soit en termes de droits télé, en termes de partenariat. Donc, du moment, et c'est le problème, alors le problème du dopage, c'est que ça part toujours du second. C'est jamais le premier, puisque tout va bien. Et du moment qu'il y a un engrenage qui se crée, il va y avoir cette fuite en avant à un moment donné. Parce que le second va prendre le pas sur le premier en ayant cette capacité d'être plus performant. L'ancien premier va devoir se mettre à niveau et les autres vont devoir suivre. Donc il y a cette logique qui va vers l'escalade et qui fait qu'à un moment donné, vous devez vous adapter à une situation qui n'est pas celle que vous avez spécialement voulu. Est-ce que je peux vous poser une question qui peut-être va vous surprendre, mais je vous écoute attentivement comme nous le faisons avec chacun des auditionnés que nous avons eus. Le fait que les propos que vous tenez ne soient pas nouveaux, vous nous avez dit vous-même, ça fait quelque temps que je dis un certain nombre de choses. Vous n'avez pas utilisé la formule, mais c'est je mets le pavé dans la mare depuis un moment. Et bon. Est-ce que je peux vous demander de nous dire quelles sont les raisons de votre motivation, quels sont les éléments qui vous conduisent à faire cela? Il y a plusieurs hypothèses possibles, je vous les laisse les expliquer, ou l'hypothèse. Je voudrais comprendre pourquoi cette volonté de dire les choses, de répéter les choses, au risque et péril, si je vous ai bien entendu. Pourquoi? C'est une bonne question dont je n'ai pas totalement la réponse, mais j'ai quand même avancé quelques éléments. D'un côté, il y a, je pense... Alors, je vais commencer quand même par le plus important. Le plus important, c'est que je suis père de famille, j'ai 3 enfants. Alors, a priori, il n'y en a aucun qui fera du rugby. Par contre, il est essentiel pour moi qu'ils, dans leur évolution éducative, ils fassent du sport. Et donc, s'ils font du sport, il y a le risque à un moment donné qu'ils se prennent au jeu et qu'ils fassent de la compétition et qu'ils arrivent autour de 18-20 ans avec peut-être un niveau sportif qui peut leur permettre d'avoir des ambitions. Et à ce jour, je suis incapable de savoir ce que je leur dirai et comment je pourrais les accompagner par rapport à ce choix d'aller plus loin. Moi, finalement, dans ma carrière, j'ai eu une chance, c'est que j'ai jamais eu à me poser la question de devoir choisir entre la fin du rêve, c'est-à-dire non, je refuse de rentrer dans un système qui me va pas, mais par contre, je sais que je progresserai plus. Donc, soit la fin du rêve, soit le début du cauchemar, parce que si j'étais rentré dans ce système-là, ça aurait pu être possible, mais je sais que je l'aurais mal vécu. Le fait de devoir se refermer, de devoir mentir à ses proches d'une certaine manière, c'est quelque chose, je suis pas très bon. Donc je pense que je l'aurais très mal vécu. Et ce que je voudrais pas, c'est qu'ils aient à choisir entre la fin du rêve ou le début du cauchemar. Donc aujourd'hui, d'une certaine manière, alors je mets un grand coup de pied dans la fourmilière du rugby parce que je suis crédible quand je parle de rugby et en France. Mais ma volonté, elle est plus large. Et vous l'avez vu sur ma dernière partie sur une approche dans le futur de la problématique, elle est bien sûr tout sport, parce que le problème est général. L'accélération dans le rugby est finalement que rattraper le retard sur certaines pratiques pour un sport qui est finalement le plus devenu professionnel le plus tardivement de tous. Après, il y a d'autres raisons plus annexes. Il y en a quand même une qui me paraît, notamment dans ce cadre, pas totalement neutre, qui est que, en tant que citoyen, je suis censé dénoncer des faits délictueux.
Et là, quand même, on n'est pas très loin de la mise en danger de la santé d'autrui. Ça me semblait nécessaire d'apporter mon témoignage à ce niveau-là aussi. Merci pour ce complément, pour ces précisions. Monsieur le rapporteur. Je reviens sur votre, sur votre carrière. Donc, quand vous étiez pilier de l'équipe de France de rugby, bon, vous viviez ensemble, les joueurs, notamment quand vous faisiez vos tournées dans l'hémisphère sud, etc. Est-ce que c'était un sujet que vous évoquiez entre vous, pardon. Non, j'y étais pas. Alors, oui et non. C'était pas un sujet prégnant à l'époque parce qu'il n'y avait pas une. Il n'était pas mis en avant autant. Alors déjà, d'une manière générale, hein, puisque la mise sur la place publique du sujet, d'une manière importante, finalement, a démarré avec l'affaire Festina. Enfin, moi, dans mon intérêt sur le sujet, il y aura un avant et un après Festina. Avant, ça n'existait pas, et d'un coup, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? J'aimerais comprendre pourquoi. Par contre, donc, je vous ai donné l'exemple d'une manière d'approcher le sujet avec le renseigne. Parce que ce qui est intéressant dans l'approche psychologique, c'est que quelqu'un qui est entré dans cette logique-là, comme je vous l'ai dit, va avoir besoin de trouver des points d'appui. Des points d'appui à la fois pour pas être tout seul, parce que c'est quand même compliqué de vivre tout seul avec un poids et des pratiques. Et donc il a besoin d'avoir des appuis et des relais. Et en plus, d'avoir des gens qui vont rentrer, des partenaires qui vont rentrer dans la même logique, et aussi une manière de crédibiliser la pratique. Donc il y a besoin de ne pas être seul, justement. C'est pour ça que on va souvent, alors chacun a un cas particulier, mais vous allez quand même retrouver des systématiques. Et la systématique, c'est celle des petits groupes qui est sur un mode de fonctionnement avec un individu qui peut être un préparateur physique extérieur au club, par exemple. Et donc, donc ça c'est dans l'exemple de cet échange avec le renseigne, il y avait aussi une manière de me tester. Alors bon, moi elle m'est passée à 10 000 au-dessus, mais je pense que si j'avais accroché au sujet, 2-3 mois après, j'étais bon pour la visite dans la région bordelaise. Et j'ai vu d'autres manières un peu de me tester. Là, pareil, ça m'est passé un peu au-dessus, mais avec le recul, je me dis que c'était une forme d'approche qui était de m'interroger, de voir quelle était ma réaction sur le sujet. Après, alors d'une manière beaucoup plus ponctuelle, bien sûr, il y avait le cas des Sud-Africains, qui de temps en temps revenait parce que c'était quand même un peu évident et un peu trop gros. Il y a eu en 97 pour le dernier match au Parc des Princes quelque chose comme plus d'une dizaine de déclarés asthmatiques dans l'équipe d'Afrique du Sud qui a balayé l'équipe de France. Donc ça a posé question. L'équipe de Brive dont je vous ai parlé tout à l'heure a fait que effectivement dans certains clubs, entre joueurs, il y avait des discussions et qui étaient des discussions de ouais mais s'ils y arrivent c'est parce qu'ils sont dopés, mais qui débouchaient quand même pas partout, mais à certains endroits sur ouais mais s'ils le sont, il va falloir qu'on le soit. Alors je vais par contre vous donner parce que votre question, finalement, sur le passé a peu d'intérêt, mais elle en a beaucoup sur le présent. Et il se trouve que suite à mes déclarations, alors j'ai pas croulé sous les coups de fil sympathisants, même s'il y en a eu plus que je pensais, mais il y en a eu un qui était intéressant, qui est d'un joueur professionnel en activité. Et donc pour répondre à votre question, donc c'est un sujet aujourd'hui qui revient fréquemment, mais avec une sorte qui est toujours associé à de l'humour, à de la désinvolture, jusqu'à ce que on rentre vraiment entre initiés. Mais c'est un sujet aujourd'hui que bien évidemment les joueurs ont du mal à évoquer, mais qui savent exister. Et après, il y a une ligne de séparation forte entre ceux qui sont encore en marge ou ceux qui sont dans le système. Et là, après, c'est bien sûr au cas par cas. Lorsque vous étiez joueur, est-ce que vous avez été souvent contrôlé ?
Alors j'essaie de me rappeler, j'ai été contrôlé, oui, mais bien sûr urinaire à l'époque. J'allais dire 4-5 fois, gramme maximum. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, pour le tournoi Destination, il y a 2 joueurs contrôlés par équipe, sur des équipes donc de 23 joueurs. Donc statistiquement, ça réduit quand même pas mal. Vous avez parlé des Sud-Africains, on n'a pas parlé des All Blacks, des Néo-Zélandais. Parce que je connais moins le sujet en ce qui les concerne. Mais enfin, aujourd'hui, encore une fois, mon propos n'est pas de dénoncer les uns plus que les autres, c'est d'avoir un propos généraliste et surtout tourné vers le futur. Ce qui est important, c'est pas ce qui s'est passé, c'est comment on pourrait faire que ça n'arrive plus. Comment on pourrait donner une approche efficace à un sujet qui est difficile. Mais c'est pas parce qu'il est difficile qu'il faut refuser de l'aborder de la meilleure manière qui soit. Donc, en termes de contrôle, sans vous interrompre, que pensez-vous qu'il faille faire? Est-ce que vous dites 4 ou 5 fois, je ne dirais pas dans votre carrière, mais pendant une période sans doute un peu longue, contre la faiblesse du nombre de contrôles, que faut-il faire? Que pensez-vous des contrôles inopinés? Que pensez-vous de tout ce qui est l'arsenal des éléments actuels de lutte contre le dopage, d'une manière très générale? Alors, je vais faire 2 réponses à cette question. Donc, je vais faire 2 réponses à cette question. La première, c'est dire qu'aujourd'hui, les contrôles ont prouvé leur manque d'efficacité. Donc, est-ce qu'on peut monter en puissance par rapport au contrôle? Alors, effectivement, une approche de géolocalisation et de contrôle inopiné systématisé est la meilleure manière de s'approcher de la vérité. Elle ne prendra pas tous les coupables, mais on se rapproche de ça. Je vais quand même faire un petit aparté sur la géolocalisation et le rugby, parce que le cheval de bataille de Serge Simon est d'un tel ridicule que j'ai quand même le dénoncé. Aujourd'hui, il n'y a pas sportif plus sédentaire qu'un joueur de rugby. Pourquoi? Parce qu'au rugby, déjà, on joue qu'une fois par semaine. Les joueurs de rugby donc, se déplacent naturellement un week-end sur 2. Donc ils ont des semaines ils s'entraînent surtout lundi, mardi. Le jour de repos hebdomadaire, c'est le mercredi. Ils se déplacent vendredi, samedi, un week-end sur 2. Donc en termes de sédentarité, c'est difficile de faire mieux. Donc expliquer aujourd'hui que la géolocalisation est un problème dans le rugby est une manière ridicule de traiter un problème qui est autrement sérieux. Quand on voit la capacité des cyclistes à s'être adaptés à la géolocalisation alors qu'eux sont tout le temps en mouvement, ils peuvent changer de zone géographique pour s'entraîner selon les conditions climatiques. 3 jours avant certaines courses, ils ne savent pas où ils vont aller courir. Donc si eux l'ont fait, tout le monde peut le faire. Donc effectivement, la géolocalisation, les contrôles inopinés sur les périodes de préparation sont des manières plus efficaces d'aborder le contrôle antidopage. Maintenant, on est arrivé à un stade où cette approche de la problématique n'est pas satisfaisante, et ce d'autant plus qu'elle demande des budgets importants. Donc aujourd'hui, mon propos et mon intérêt n'est pas sur cette logique-là. Encore une fois, il est plus de se situer en amont. Et notamment, s'il y avait une seule chose qui devait rester de mon intervention, c'est sur la prévention sur les 12-16 ans. De sensibiliser des individus à un âge où on a la capacité de les marquer et de marquer leur comportement futur me paraîtra toujours plus important et plus efficace que d'essayer de changer
que d'essayer de changer une logique de sport-spectacle qui, de toute façon, a ses propres modes de fonctionnement et ses propres règles. Vous me donnez l'occasion de rebondir une dernière fois, parce qu'on ne va pas vous mobiliser toute la journée, vous avez sans doute prévu autre chose. S'il le faut. Moi j'ai le temps, mais je ne vais pas abuser quand même. À partir du moment où vous parlez d'un créneau d'âge dans la vie des jeunes en particulier, ceux qui doivent transmettre le message de ne pas céder au dopage, etc., il y a sans doute les parents, il y a sans doute les éducateurs de club, il y a l'entraîneur. Qui doit faire ça, à votre avis? Plus il y aura de porte-parole, plus le message sera relayé efficace. Ça c'est habile, mais... Non, mais c'est la vérité. Maintenant, alors bien évidemment, qu'un sportif professionnel, qu'un champion qui porterait ce message-là, aurait la capacité d'être efficace. Le problème, est-ce qu'il a la capacité d'être crédible? Et est-ce qu'il a la capacité d'être entendu? C'est un autre sujet, parce que si c'est pour que des enfants aillent voir un champion, c'est pas le but. C'est faire que des enfants entendent un message sur la prévention et sur les risques. Donc, à un moment donné, il est plus important de multiplier le message, de se donner les moyens que ce message soit bien porté auprès de la cible qui nous intéresse, que de savoir qui est le porteur du message. Monsieur Benezech, merci. Nous vous rendons votre liberté, puisqu'on a vous l'aviez prise. La durée, donc merci pour ce que vous avez dit. Nous en ferons part à nos collègues qui malheureusement ne pouvaient pas être là aujourd'hui. Et dans le compte-rendu écrit qui sera fait de cette commission d'enquête. Nous sommes preneurs, on va les prendre là-bas, vous inquiétez pas.